25 magasins existants en travers toute la France et une dizaine de magasins à ouvrir prochainement. Donc moi j'interviens aujourd'hui sur la sélection du vin pour les cavistes. Déjà rappeler peut-être certaines choses qui sont intéressantes qui ont été mentionnées. Le vin est un produit de société, le vin est un produit tendance, qui n'était pas le cas. Moi j'ai commencé dans le métier il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui on parle de convivialité, on parle de gastronomie, on parle de cours d'œnologie, on parle beaucoup du vin. On en consomme peut-être pas autant qu'on pourrait. On en boit pas mal. Mais on en parle beaucoup en tout cas, peut-être presque parfois pour certains plus que ce qu'on en consomme. Quand on sélectionne les vins, c'est pas seulement penser à ce qui est demandé, mais c'est aussi penser à ces jeunes consommateurs, à ces jeunes actifs, à ce public féminin qui vient acheter chez les cavistes les vins et qui ont un autre regard sur le vin, qui sont des consommateurs, on va dire, occasionnels, et non plus des consommateurs réguliers, et qui sont des consommateurs de vin plaisir. Et il est très important que dans le réseau caviste, on n'ignore pas cette tendance de fond, puisque les cavistes, comme le dit Nathalie, ce sont eux qui font les modes. Donc, les cavistes apportent de la valeur ajoutée, ça c'est ce qu'on a vu dans la présentation, ce qui est vrai. C'est à la fois sur le discours du vigneron, bien sûr, on aime raconter des histoires quand on vient chez le caviste, c'est pour le conseil, c'est pour partager l'univers du vin, qui est ce monde de plaisir, qui est ce monde de connaisseurs, mais que le caviste sait très bien faire partager quand le consommateur vient. Et donc, sur les vignerons, il y a toujours plein de choses à raconter, des vignerons qui se distinguent d'autres en faisant un côté plus minéral dans leur vin, en innovant, etc. Donc il y a plein de typicités et beaucoup de choses à raconter sur les vignerons. Le caviste est un découvreur, un dénicheur, donc il y a aussi des appellations qui ne sont pas très connues aujourd'hui. Donc le caviste joue vraiment son rôle pour les faire connaître. Je pense à des appellations comme le vin du Jura, comme les vins du Puget, etc. Donc on est vraiment là pour sortir des sentiers battus. Parce que chez le caviste, il y a la dégustation, ça il ne faut pas oublier. Donc il y a non seulement le discours, mais il y a aussi la dégustation qui permet de rassurer le consommateur qui vient choisir son vin ou ses alcools. Et dans les produits découvertes, il y a le vin, mais il y a aussi des spiritueux. On parle aujourd'hui des rhums. Il reste 1 minute, Corinne. 1 minute, d'accord. Alors, je voulais, sans oublier, les marges, parce que ça c'est très important. Quand on sélectionne les vins, la première chose qu'on regarde, et la première chose que les cavistes regardent et que les consommateurs regardent, c'est sur Internet le prix TTC du vigneron ou du vin en question. Et ça, si les acteurs ne comprennent pas que pour être dans un réseau prescripteur, il y a une grille tarifaire à respecter et une marge pour celui qui va parler des produits, pour celui qui va les stocker, pour celui qui va faire toutes ces modes, etc. Il y a une marge à respecter. Voilà. Donc ça c'est très important. Et tu me stresses là. Ah non, les entre amis, donc tout va bien. Non, parce que c'est important, parce que dans la sélection des vins, bon, raconter une histoire c'est bien, parler des uns et des autres c'est bien, mais quand le vigneron, on s'aperçoit que son prix professionnel c'est juste parce qu'il a enlevé la TVA, ben non, c'est pas possible. Donc, parce qu'il faut bien se rendre compte que d'autres réseaux regardent ce que les cavistes ont référencé, ou regardent les produits qui marchent chez les cavistes, et après, avec la force de leur réseau, ils vont annoncer des prix avec des remises. Et qu'est-ce qui a fait les tendances? Qu'est-ce qui s'est inscrit dans la pérennité? Qu'est-ce qui a fait les modes? C'est les cavistes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que chacun doit aider ce réseau pour jouer son rôle, parce que Nathalie disait, et je terminerai par là, que le chiffre d'affaires moyen des cavistes, c'est 350 000 euros. D'accord? C'est vrai, mais à 350 000 euros, le caviste, il a à peine de quoi se payer. Même avec une marge. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc si vous voulez que le caviste continue à exister, et à continuer à jouer son rôle de prescripteur, d'animateur, à faire des modes et s'inscrire dans la pérennité, ben, il faut pouvoir l'aider. Merci Corinne. Patrick, beaucoup moins sexy que Corinne, mais on fait ce qu'on peut. Alors, moi je représente les cavistes indépendants, puisque je suis coprésident de la Fédération nationale des cavistes indépendants, qui est le premier groupement de cavistes, puisque ça fait plus de 20 ans que la FNCI existe. Donc on a été devanceur du SCP quelque part, et on est actuellement 350 adhérents. Donc je vais parler de la sélection du caviste.
Donc le caviste indépendant, il est totalement libre de ses choix et il n'y aura pas de généralité. Chacun fera ce qu'il veut chez lui. Je fais le pendant entre deux styles de cavistes. Un que j'appelle passif, c'est celui qui reste dans sa boutique, qui attend le commercial ou le vigneron qui vient le démarcher. Alors il ne le fait peut-être pas par choix, mais peut-être par nécessité économique. Et puis il y a le deuxième caviste, celui que je vais appeler l'actif, celui qui est toujours dans le vignoble, enfin toujours, souvent dans le vignoble, qui va dans les salons interprofessionnels, Val-de-Loire, Vigny-Sud, Vallée du Rhône, Bourgogne, etc. Celui qui se bouge, qui est sans cesse à la recherche de nouveaux produits et de la nouvelle découverte. Mais je pense que ces dernières années, il y a une évolution de la manière d'acheter des cavistes indépendants, et je suis sûr que cette mutation n'est pas finie. En effet, l'augmentation du prix du transport, l'avènement des sites internet, forums, blogs, réseaux sociaux, Facebook, la volonté du client, il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous fait vivre, qui veut toujours découvrir des choses nouvelles. Le caviste est obligé de tenir compte de ces nouveaux critères pour faire ses choix. Nous avons vu en effet des groupements de vignerons nets afin de pouvoir proposer un panel plus important d'une région et ainsi économiser le prix du transport et le nombre de bouteilles achetées. Et ce n'est pas pour autant que le caviste en vend moins, loin de là. On a aussi vu apparaître des collègues cavistes dans des régions viticoles qui font office de grossistes pour revendre à d'autres collègues qui sont un peu plus éloignés. D'autres phénomènes aussi sont apparus, comme l'achat groupé de cavistes qui, dans une région, font rentrer une palette ensemble et puis après se la redistribuent, ou la formation de centrales d'achat, comme nous avons pu le faire en notre temps, à la FNCI, on avait fait une petite centrale d'achat qui s'appelle Vinci. C'est vrai, là je viens de vous parler de logistique plus que de référencement pur et dur du produit. Mais dans les années à venir, je pense que la logistique, ça va être un élément important. Pour son choix, le caviste fait un meltpot, je pourrais dire ça, entre un certain nombre de critères où chacun les place en fonction de sa ligne de conduite, de sa politique commerciale, l'origine du vin, que du vin de vigneron, que du vin issu d'agriculture biologique pour certains, que du nature sans soufre pour d'autres, la dégustation, le prix, donc le rapport qualité-prix, la facilité d'approvisionnement, la relation humaine. N'oublions pas qu'à l'époque où nous vivons, ça peut avoir son importance. Mais une chose est primordiale pour beaucoup d'entre nous, la cohérence des prix. Le prix de vente chez un caviste, le même qu'à la propriété. En effet, si le caviste veut exister, ayant déjà, Brassens c'est plus ici, mais je ne citerai pas, mais mauvaise réputation, à tort, comme beaucoup de commerces traditionnels de vente cher, et comme client, comme le disait Corinne tout à l'heure, a tendance à aller voir sur Internet, soit des sites de vente, soit le prix direct du vigneron. Et pour en avoir parlé plusieurs fois avec des collègues, on s'aperçoit que les vignerons qui ont une cohérence des prix, non seulement ils sont mieux lotis que les autres parce qu'ils gagnent bien leur vie, mais en plus souvent ils n'ont pas de vin blanc. Donc sans les cavistes indépendants, peut-être que le vigneron qui a une petite exploitation, peu de volume, il aurait disparu. Il est appelé à disparaître. Moi je fais souvent une comparaison avec le monde du lait. Pourquoi? Eh bien parce que dans le monde du lait, c'est plus le producteur de lait qui fait son prix, c'est les distributeurs. Parce que les triers artisanales, ils ont disparu, donc c'est le distributeur qui fait le prix du lait. Alors que dans le monde du vin, le vigneron, la cave corp, le négociant, ils ont une chance énorme. Il reste encore beaucoup de cavistes. Ils peuvent vendre leur vin et c'est eux qui font leur prix de vente. C'est pour ça qu'il faut respecter la cohérence des prix. Et afin d'avoir un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties, production et distribution. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas pendant le débat libre plus tard ou venir nous les poser. Voilà, merci. Bravo, deux fois bravo.